et ceux qui nous ont rejoints. C'est un peu aussi l'occasion pour nous, de manière presque officielle, de présenter l'équipe du PCN au complet, puisqu'on a Bassudeb Chodori, représentant au comité de programme, Alexandra Torero-Ebad, donc membre officiel du PCN Cluster 2, qui est à l'Université de Lille, Florent Goiffon, qui est également membre du PCN, donc, qui est à l'Université de Paul-Valéry Montpellier 3, et Sylvie Gangloff, qui est à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et moi-même, donc, qui suis le coordinateur du PCN Sécurité et SHF, donc Cluster 2 et Cluster 3. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer dans une minute. On a donc prévu, suite à la publication du programme de travail officiel par la Commission européenne, qui intervient un peu tardivement, mais par chance, les dates de dépôt des dossiers ont été repoussées également. Donc, on va vous présenter le programme de travail sur la destination 1, sur les appels concernant la démocratie et la gouvernance. Ce webinaire sera présenté donc, par Sylvie Gangloff. Et donc l'équipe du PCN est présente pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser dans le chat, et on pourra vous donner éventuellement la parole par micro plutôt en fin de session, sauf si la question est vraiment urgente et importante. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite avec Sylvie qui va nous présenter les appels démocratie, et que je remercie pour Sylvie. Merci Julien. Donc, on va aujourd'hui parler des appels démocratie et gouvernance. Alors, bon, comme l'a dit Julien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, et puis mes collègues du PCN s'occuperont éventuellement d'y répondre, ou la question sera reposée oralement en fin de séance. En fin de séance, on va garder une petite plage horaire pour les questions, si vous avez des questions oralement. La séance est enregistrée, sachez-le. Et on va essayer de finir vers 12h15. Voilà. Alors, vous le savez tous, mais je vous refais un petit rappel général. On va vous présenter aujourd'hui les appels de ce qui s'appelle le cluster 2 sur les questions de culture, créativité et société inclusive, qui sont des appels thématiques du nouveau programme cadre de la DG Recherche de la Commission européenne. Donc, on avait un programme cadre le précédent programme cadre qui courait de 2013 à 2020 et que vous avez tous connu sous l'appellation de H2020, Horizon 2020. Donc, ce programme s'est clôturé fin 2020 et nous entamons maintenant un nouveau programme cadre sur une période de 7 ans qui va donc courir de 2021 à 2028. Programme dans lequel vous retrouvez grosso modo, en partie, les appels et les différents dispositifs du précédent programme cadre H2020. Vous avez ici la structure générale de ce programme cadre. On redira 2 mots en fin de séance sur les ERC et les Marie Curie si nécessaire. Et donc maintenant, je vais vous parler des appels thématiques du cluster 2. Alors, pour bien vous recadrer les choses, les clusters, c'est comme les anciens défis de H2020, ce sont donc des appels thématiques. Et ce sont des appels thématiques qui sont centrés sur des problématiques sociétales. Vous le verrez dans les appels que je vais vous détailler, que je vais vous présenter aujourd'hui. On est essentiellement sur des enjeux et sur des problèmes contemporains, économiques, politiques, de société. Vous verrez dans les détails. Ce sont des projets, donc ce sont des appels qui demandent à ce que des consortiums soient montés. Donc ce sont des projets collaboratifs. Ils sont généralement sur 3 ans, ils peuvent être sur 4 ans, enfin généralement c'est 3 ans. Ils sont sur 3 millions généralement, enfin les appels demandent à ce que des consortiums et des projets, des propositions soient déposés pour des montants de 2 à 3 millions d'euros, mais enfin généralement c'est 3 millions d'euros. On est sur des projets qui sont, comme vous le savez, financés à 100% des coûts indirects, que ce soit pour les frais de personnel ou pour les missions et autres achats, et 25% de coûts indirects, c'est-à-dire frais de gestion et frais de structure. Voilà. Ce sont des projets qui, puisqu'on a à traiter de questions de société, ce sont des projets qui présentent des volets impact très importants. Nous y reviendrons dans la présentation des appels que je vais vous faire. Et il y a donc 6 clusters, c'est-à-dire 6 groupes thématiques
dans lequel vous avez des appels sur des topics précis. Ces clusters concernent les questions de santé, de climat, d'alimentation, d'agriculture, de questions biologiques. Et vous avez ici la liste de ces clusters. Voilà. Donc nous sommes le PCN du cluster 2 et des questions en sciences humaines et sociales. Et on va donc vous parler de ce cluster 2 qui se découpe en trois sous-groupes. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler du premier domaine qui s'appelle dans le programme Horizon Europe Destination. Donc ce premier domaine rassemble des appels sur les questions de démocratie, de gouvernance, essentiellement, vous allez voir, de crise de la démocratie représentative. On en a un exemple flagrant en France en ce moment avec le taux d'abstention aux élections avant-hier. Donc c'est précisément ce type de thématique, hein, c'est la désaffection politique, pourquoi les gens ne vont plus voter, ils n'ont plus confiance dans les partis, dans les institutions traditionnelles, c'est la montée des populismes. Donc voilà les appels qu'on va traiter aujourd'hui. Un deuxième groupe d'appels, un deuxième domaine, concerne les questions du patrimoine culturel européen, des industries culturelles et créatives. C'est essentiellement les questions de sauvegarde de notre patrimoine et les questions d'identité. Dans quelle mesure ce patrimoine nous aide ou pas à mettre en avant des identités européennes, locales ou autres. Ce grand domaine fera l'objet d'une présentation, d'un webinaire la semaine prochaine, mardi prochain, à la même heure, 11h. Enfin, un troisième domaine, un troisième groupe d'appels concerne toutes les questions de transformation sociale et économique. Alors, c'est essentiellement l'évolution du marché du travail, les questions de formation, d'éducation, la protection sociale, le bien-être au travail, le vieillissement de la population, les inégalités qui reviennent régulièrement dans beaucoup d'appels et plusieurs appels sur l'immigration. Là encore, ce sont des thématiques qui ne sont pas nouvelles. Hein. L'ensemble de ces thématiques, on les trouvait déjà plus ou moins ou en filigrane ou dans H2020, mais on est bien sur des thématiques sur les enjeux de société. Voilà, ce troisième volet fera l'objet d'un webinaire mardi dans 15 jours. Voilà. Alors, les appels pour 2021, il y en a généralement un peu moins, mais le deadline est très serré puisqu'il a été posé par la commission au 7 octobre. On est en fait, comme on est en début de programme cadre, les choses sont un peu resserrées et on n'est pas sur le timing habituel. Et donc, les appels de 2022 répondront à un timing qui est appelé, on suppose, à perdurer, avec un deadline au printemps, qui a donc été fixé ici au 20 avril 2022. Alors, je vais vous présenter les appels donc, de cette première destination qui porte essentiellement sur, donc je vous l'ai dit, les crises de confiance dans nos institutions, les conflits entre les logiques économiques et le fonctionnement de la démocratie, les discours extrémistes, la montée des populismes, le rôle des médias, bon, tout un ensemble de questions qu'on va traiter. Ici, il y a 14 appels. Alors, ce que je vous propose, c'est de les passer tous en revue. Hein, donc, c'est un webinaire pour vous présenter les thèmes, en fait. Hein, c'est le premier objet de la séance. Je vais passer peut-être quelques minutes assez rapidement sur chacun de ces appels. Et puis, si en fin de séance, vous avez des questions, eh bien, on peut revenir un peu plus longuement sur un de ces appels. Comme vous pouvez le voir sur les 14 appels, il n'y en a, entre guillemets, que 4 pour 2021. Mais si vous souhaitez vous positionner sur un de ces 4 appels, eh bien, je ne peux que vous conseiller de vous mettre au travail dès maintenant parce que les délais sont très courts. Voilà. Donc, 14 appels qu'on va passer aux revues ensemble et puis on en discute ensuite. Voilà. Alors, le premier appel porte sur les questions de démocratie libérale en Europe. C'est un appel assez général sur quels sont les discours qui remettent en cause la démocratie libérale, quelle est la forme de ces discours, discours populistes essentiellement, donc quelle forme, quel impact, quelle origine. Enfin, vous avez là un schéma assez traditionnel, qu'on retrouve dans plusieurs appels qu'on avait déjà sur H2020, qui est où on nous demande de brasser assez large
en nous demandant les formes, les origines, les facteurs, les freins. Vous voyez, c'est toujours un peu le même schéma. On vous demande donc quels sont aussi les contre-discours qui peuvent, face à ces discours de remise en cause. On est toujours sur la remise en cause de la démocratie libérale, de notre système de démocratie représentative. Et puis, on vous demande aussi une réflexion plus générale sur les caractéristiques fondamentales de notre démocratie, donc revoir un peu les questions de pluralisme, de séparation des pouvoirs. On vous demande une étude comparative et on vous demande aussi des réflexions théoriques. Excusez-moi. Donc voilà, donc encore déjà un appel qui brasse assez large. Le deuxième appel porte plus spécifiquement sur les questions économiques. Alors, c'est en fait un appel sur les conflits entre les logiques économiques et les logiques politiques, d'accord, ou le processus démocratique. C'est-à-dire dans quelle mesure les logiques économiques qui peuvent être, qui relèvent des acteurs, ça peut être quelle est la politique des lobbies et des corporations par exemple, dans quelle mesure les politiques de ces lobbies et corporations vont aller à l'encontre d'un processus démocratique. Donc, on vous demande de voir dans quelle mesure on peut incorporer un peu plus, si j'ose dire, de bonne moralité ou de responsabilité démocratique, puisque telle est l'expression utilisée, de responsabilité démocratique et d'inclusion dans les processus économiques. Donc, c'est un appel où on vous demande à faire des analyses, comme d'habitude, sur les liens entre participation politique, démocratie, culture, économie, les challenges posés aux droits fondamentaux. Donc une analyse, mais aussi un volet important de recommandations aux politiques publiques. Donc on vous demande d'étudier aussi des modèles économiques alternatifs. Hein, donc là, il y a un volet qu'on trouve dans d'autres appels aussi, c'est un thème qui est un peu, si vous voulez, qu'on retrouve dans plusieurs appels, sur les politiques d'innovation sociale. Donc si vous avez des équipes dans vos universités qui travaillent sur les politiques d'innovation sociale, sachez qu'on peut les placer, plusieurs sujets et appels d'Horizon Europe requièrent ce type de compétences, d'analyse, thématique. Donc, voilà en général pour ce deuxième appel sur Economic Models and Modern Democracy. Alors, on a ensuite, alors je vous les donne dans l'ordre, hein, le 1, 2, 3, je vous les donne dans l'ordre. Ensuite, on a un appel sur les féminismes. Alors, c'est pareil, c'est un appel très classique. Sylvie, je me permets de t'interrompre. Oui. Excuse-moi, visiblement, il y a un problème de synchronisation des diapos là. Ah bon? Alors, je pense pas, c'est ce que j'allais répondre à Michel, mais je le fais à l'oral. Peut-être que Michel a pris le contrôle de la présentation. Peut-être qu'il a navigué avec les slides. Est-ce que Sylvie, tu as interdit les participants de toucher aux slides ou non? Tu vois, c'est un œil. Non, je le fais où? Alors attends, je prends le contrôle une seconde. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais, beaucoup de personnes réagissent en disant qu'elles voient les slides au bon moment. Donc c'est peut-être un problème de. Ouais. Alors, je reprends le contrôle ou tu gardes le contrôle Prends-le. C'est bon maintenant pour moi. C'est bon maintenant pour moi, merci. Alors, je le prends et puis, par exemple, je vous dis là, par exemple, je reviens. Alors, attends. Je reviens sur l'appel sur les modèles économiques et les démocraties modernes. Est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Oui, ça fonctionne. Et donc là, je suis repassé au féminisme, c'est bon? C'est parce que Michel avait dû prendre le contrôle sur sa machine, mais ça n'affectait pas les autres. Donc voilà, maintenant c'est bon. Je crois que tout le monde voit ce que tu dis. D'accord. Ouais. Donc, le troisième appel est un appel sur les féminismes. Donc, c'est un appel qui a des aspects très classiques et d'autres un peu moins, mais bon, enfin voilà. Donc, c'est un appel qui va vous demander de faire un état des lieux du féminisme. Quelles sont les pratiques, quels sont les mouvements, quel type d'activisme, quel discours, quel cadre théorique est mis en avant, influence de ces mouvements, l'usage des médias sociaux, quels discours sont mis en avant, les narratifs, et l'impact, l'influence de ces mouvements, de ces discours. Enfin, voilà, quelque chose de très… un état des lieux. On vous demande plus spécifiquement une analyse des mouvements et une analyse des théories, et notamment des théories sur leurs différents aspects, intersectionnalité, pratique inclusive, théorie queer, éthique du care. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs sous-volets.
On vous demande là même une réflexion sur les concepts, de revoir un peu les concepts d'égalité, d'identité, de solidarité dans le cadre du féminisme. Et on vous demande aussi de faire une étude des réactions, c'est-à-dire des stratégies de mobilisation anti-féministes. C'est le discours « moi, pauvre petit blanc », qui est de plus en plus répandu. Et donc, comment ce discours se manifeste, quels sont ses narratifs, quelle est son influence en termes de restrictions dans les libertés publiques, quels sont ses liens de ce discours antiféministe avec les mouvements politiques, avec les mouvements religieux traditionnels. Donc voilà, les théories féministes et les réactions. Bon, bien sûr, vous devez prendre en compte toutes les questions d'intersection entre genre et autres catégories sociales, telles que l'ethnicité, la religion, les orientations sexuelles. Et on vous demande de présenter une analyse, mais aussi de faire des recommandations en termes de promotion de l'égalité, des recommandations en termes de comment contrer ces discours. Donc, vous avez là encore toujours un volet analyse et un volet recommandation. Enfin, dernier point qui est important, c'est qu'on vous demande de travailler, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très, très fréquemment, dans beaucoup d'appels, de mettre en place des méthodes de travail participatives, d'accord? Donc, vous devez travailler avec la société civile et donc avec les mouvements d'un côté et de l'autre d'ailleurs, qui représentent ces différentes tendances. Vous devez les inclure durant l'exécution du projet, on est bien d'accord, et pas uniquement à la phase finale lorsqu'on les consulte ou lorsqu'on leur demande de nous aider à mettre en place une politique d'impact et de diffusion des recommandations de politique publique. Voilà. Donc ça, c'était le troisième appel. L'appel suivant s'appelle, alors j'ai noté ici les questions démocratiques en Europe de l'Est et dans la région MENA, mais l'intitulé officiel c'est Democratic Politics in the EU's Neighborhood, mais c'est essentiellement sur l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et le Maghreb. Donc en fait, c'est tout simplement un état des lieux de la question démocratique en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et au Maghreb. Faites-nous un état des lieux du processus démocratique. Tout est dit là, en fait, un bilan, des recommandations. Alors, vous faites aussi un examen à mi-parcours du plan d'action sur les droits humains et la démocratie et du rôle de l'Union européenne. C'est quand même ça qui est important aussi. Donc, processus démocratique, frein, les acteurs, le rôle de l'Union européenne dans la promotion de la démocratie dans ces pays, les acteurs que l'Union européenne cible, le rôle des autres puissances, donc les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres plus proches comme la Turquie aussi. Et puis une thématique récurrente sur les liens entre sécurité et démocratie. D'accord ? Donc ça, il n'y a rien dans quelle mesure la promotion, dans quelle mesure la sécurité favorise la démocratie et inversement. Voilà. Une coopération internationale est fortement demandée dans cet appel, comme vous pouvez le supposer. Enfin, rien d'étonnant. Nous avons ici maintenant le dernier appel pour 2021, qui est sur la gouvernance dans le monde, dans un monde post-pandémie, post-Covid. Alors, bien évidemment, le Covid, la pandémie a créé un certain nombre de disruptions économiques, sociales, etc. On vous demande de les analyser tous ensemble. On appelle, les demandes portent généralement toujours sur des analyses comparatives, on est bien d'accord, et de faire des recommandations, notamment à l'Europe, pour renforcer ses capacités de répondre aux catastrophes mondiales, et notamment de répondre collectivement, on est bien d'accord, puisqu'on sait tous qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements à ce niveau-là durant la crise du Covid. On vous demande un impact de ces politiques d'exception sur le fonctionnement des démocraties et des libertés, donc on est bien d'accord, couvre-feu, interdiction de sortir, pourquoi, comment, enfin, rien de compliqué dans cette thématique. On vous demande de faire une analyse comparative des approches des différents États sur la crise, de proposer des réformes de gouvernance globale, c'est-à-dire comment est-ce que l'Union européenne peut, dans le futur, on revient toujours à la même question, gérer collectivement des crises de ce type. Voilà. Donc, toujours un volet analyse et recommandations aux politiques publiques. Là encore, une coopération internationale et avec les partenaires sociaux et les praticiens est encouragée, c'est-à-dire durant la réalisation du projet, on vous demande de travailler avec les décideurs, avec
aussi, comme on l'a fait en France avec de travailler sociologue et spécialiste des questions de santé main dans la main pour gérer socialement ce type de crise. Alors, on va passer maintenant aux appels dont les deadlines sont en 2022. Alors, avril 2022, c'est pas si loin que ça. Donc, même pour ces appels-là, on ne peut que vous conseiller de mettre en branle dès maintenant, si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, de mettre en branle dès maintenant la construction d'un consortium, une réponse aux appels. Alors, le premier porte sur l'intelligence artificielle, le big data et la démocratie. Alors, on est toujours sur une question de protéger les droits fondamentaux de potentielles menaces liées à l'usage de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment il y a des conflits en termes de gestion de données personnelles et de liberté personnelle. Donc, c'est en même temps exploiter le potentiel, mais voir les aspects positifs et négatifs. Donc, le potentiel du big data pour renforcer les droits fondamentaux. On vous demande un volet réglementation. Donc, il y a déjà eu, on sait très bien qu'il y a déjà eu un certain nombre des cadres réglementaires et des normes éthiques ont déjà été mises en place à ce niveau-là, mais on vous demande de faire plus sur l'aspect réglementaire et éthique. On vous demande aussi de former et d'informer, de mettre en place des moyens de former et d'informer les citoyens sur ces technologies. Donc là aussi, on revient, analyse générale, côté positif, négatif, menaces sur la protection de la vie privée, opportunités, et on vous demande aussi de travailler de façon participative avec ici les citoyens qui sont concernés, et c'est le cas de tous généralement par ce type de choses. Faites attention, il y a eu un certain nombre d'appels déjà sur ces questions-là, financés par la Commission européenne, notamment dans l'ancien programme Sciences avec et pour la société, c'est ça, de Schwabs, et donc de voir ce qui a déjà été réalisé dans ce cadre-là, les consortiums qui ont été mis en place, et de présenter des propositions qui soient complémentaires, qui se montent au-dessus de ce qui a déjà été, qui construisent par-dessus les constructions qui ont déjà été financées par la Commission européenne. Alors, l'appel suivant s'intitule « The Future of Democracy and Civic Participation ». Alors, on est toujours sur une question qui est récurrente, qui va revenir sur renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique. Donc, comment est-ce qu'on peut inciter les gens à aller voter aux élections régionales, entre autres, naturellement. Donc, on vous demande de mettre en place des démarches qui associent les citoyens, là encore, toujours une recherche, une réalisation participative, associant les citoyens au processus, à la recherche. Et donc là, l'appel, il porte plus spécifiquement sur comment est-ce qu'on peut favoriser, analyser les aspects positifs et développer le système de démocratie participative. Donc, pour faire face à cette désaffection des gens, la renforcer, mais aussi renforcer la démocratie participative, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, budget participatif, les droits de pétition, comme on a eu les droits de pétition sur l'aéroport de Paris en France, vous voyez, ce genre de choses. Donc, travailler sur l'articulation entre ces processus ces processus participatifs et les institutions représentatives habituelles. On sait que ça n'a pas toujours été facile entre les institutions représentatives, comme par exemple l'Assemblée nationale en France, et les pétitions mises en place par les citoyens. Voyez. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut travailler à cette articulation. Donc, une analyse des nouvelles formes de participation civique, qu'elles soient plus nouvelles, spontanées. On parle d'activisme social, l'entrepreneuriat social, enfin, tous ces thèmes, vous voyez, qui sont relatifs à la démocratie participative. Et on vous demande de nous analyser aussi le rôle des médias sociaux, des outils numériques, comment dans la mise en place de cette démocratie participative, et dans quelle mesure il pourrait inciter à une participation des citoyens, le rôle des médias sociaux et des différents outils, augmenter la participation des citoyens à la vie politique, qui d'ailleurs ne se résume pas aux seuls
aux seules élections, mais aussi participation aux partis politiques, aux syndicats, aux différentes institutions traditionnelles de la démocratie dite représentative. Voilà. On vous demande là aussi des recherches expérimentales, hein, et c'est le cas pour la plupart des appels ici, hein, mais plus spécifiquement sur certains. Veillez à capitaliser sur les résultats des précédents projets qui ont été financés par la Commission européenne, puisque, comme je l'ai dit en introduction, un certain nombre des thèmes présentés ici, on les a déjà vus sous des aspects légèrement différents, mais on les a déjà vus sous H2020, et donc capitaliser sur ces résultats. L'appel suivant porte sur l'impact des inégalités sur la participation politique. Alors là encore, rien de nouveau, on a déjà eu ce type de thème dans le programme cadre Horizon 2020. Donc, on vous demande une analyse, là encore, hein, analyse générale de l'influence des inégalités, alors de tout type d'inégalités, sociales, de genre, ethnique, spatial, enfin des gens qui monde rural, semi-rural, etc., sur la participation politique. Hein. On est toujours sur analyser et comprendre pourquoi il y a cette sorte de désenchantement de la population vis-à-vis de la politique de façon générale et de nos institutions politiques. Le focus ici est sur les inégalités, pour un appel qui brasse donc très large. Et c'est un appel qui part d'un postulat, on est bien d'accord, qui fait un lien clair entre la crise de confiance dans nos institutions et le développement des inégalités. Hein. Donc, on vous demande de piloter des stratégies pour lutter contre les inégalités, enfin faire des tests, essayer, voir qu'est-ce qui peut marcher pour donc lutter contre les inégalités, régler les questions de confiance, de crise de confiance et de montée de la méfiance vis-à-vis de nos institutions en général et de la Commission européenne en particulier, hein, pour dire les choses, et puis toujours avec un volet inclusif. Donc là encore, hein, une participation, on vous demande de mettre en place, de réaliser vos recherches selon un mode participatif. L'appel suivant. Alors, on est toujours sur les questions, donc c'est le fil conducteur, un peu le fil conducteur de ces appels. On est toujours sur les questions de participation des citoyens à la vie politique, et aussi ici de lutte contre les idées plus extrémistes et les discours populistes. Et ici, donc, l'angle d'approche est sur l'éducation. Et l'appel part d'un autre postulat qui est d'ailleurs énoncé dans l'appel, qui est que ce sont les moins éduqués qui votent à l'extrême. Donc, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on vous demande de voir, d'analyser les pratiques pédagogiques. Donc, comment est-ce que dans les programmes pédagogiques… Alors, il s'agit bien de programmes pédagogiques pour l'éducation tout au long de la vie. Donc, c'est essentiellement les écoles, mais pas que. Hein. Comment est-ce que les questions de développement durable, de migration, de droits de l'homme, d'égalité des genres, de lutte contre le populisme, enfin, un ensemble d'idées démocratiques, comment est-ce que dans les pratiques pédagogiques, ces idées démocratiques sont mises en avant, sont présentées, et comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut proposer des refontes de programmes pour promouvoir ces idées plus humanistes et civiques. Donc, on vous demande là de faire des propositions très claires en ce sens. On vous demande de voir comment est-ce qu'on peut intégrer les citoyens, mais aussi les étudiants, par les étudiants, dans la définition de ces contenus éducatifs. Donc là encore, on demande à ce que des méthodes d'apprentissage un peu innovantes soient développées et à ce que la réalisation et la recherche soient réalisées de façon participative avec les concernés. Et les concernés, ce sont les élèves et les citoyens, mais ce sont aussi les enseignants. Donc, parce qu'on a vu dans le passé sur les appels de ce type qu'on mettait en place des outils qu'on avait testés avec les élèves, mais que finalement, les premiers ceux qui devaient les mettre en place, eh bien, n'avaient pas les outils, les compétences, la formation, ne savaient pas comment faire. Et donc, on a vu ça en termes d'éducation, mais pas que, dans d'autres domaines des politiques publiques, naturellement. Et donc, on vous demande d'analyser et de rédiger des guides de soutien aux enseignants. Alors, l'appel suivant.
Alors là, on est sur un appel qui s'appelle précisément Evolution of Political Extremism and its Influence on Contemporary Social and Political Dialogue, que j'ai intitulé tout simplement les discours extrémistes, parce que c'est ce que c'est tout simplement. Et donc, on vous demande là encore en termes de résultats, on vous demande une analyse et des policy recommendations. Donc, analyse l'analyse, le volet recherche porte sur l'analyse des narratifs, donc qu'est-ce qu'ils disent précisément de ces discours, mais aussi sur l'influence, une analyse d'impact, tout simplement. Et puis une analyse aussi de la façon, en fait, ce qui les inquiète beaucoup, c'est la façon dont ces discours extrémistes, qui jusqu'à présent étaient réservés à des sphères spécifiques, à des partis politiques extrémistes, comment les thèmes de ces discours extrémistes aujourd'hui, bien finalement, progressivement s'étendent, deviennent des thèmes aussi plus ou moins dominants dans les discours politiques de l'ensemble de la classe politique. C'est par exemple, tout simplement la thématique sécurité, qui avant était une thématique réservée à des partis plus extrémistes, qui aujourd'hui devient une thématique plus dominante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait ce lien? Donc, on a un appel avec on vous demande de réaliser des analyses. Alors, c'est assez classique. Alors, toujours, on revient, les formes, facteurs, influence. Enfin, vous voyez, formes, facteurs, influence, état de l'art, cartographié. Donc, les formes de ces discours, les argumentaires, les spécifiques, toujours, voir des comparaisons des spécificités nationales. Les facteurs qui alimentent ces transformations, ces discours et transformations politiques violentes. On vous demande de cartographier la pénétration de ces idéologies extrémistes, le rôle des médias, les liens entre les discours extrémistes, les théories des complots, la montée des populismes en Europe, et on vous demande de voir comment contrer ces narratifs. Donc, vous voyez, quelque chose de très classique et qui brasse assez large. L'appel suivant porte plus spécifiquement sur les médias. Alors, il s'intitule Media for Democracy and Democratic Media. Alors, il porte sur un thème que vous comprenez tous, qui est très classique, qui est dans quelle mesure les médias jouent un rôle dans la promotion des idées démocratiques, qu'est-ce qui se passe, quel est leur impact, comment ça fonctionne. Mais il porte aussi sur la transformation du secteur média. Donc, comment les journalistes travaillent aujourd'hui, comment les nouvelles organisations médiatiques travaillent, les journalistes, c'est quoi leur formation, leurs conditions de travail, tout ça dans un contexte où on peut souligner 2 points. D'abord, une évolution du secteur média, c'est-à-dire on a par exemple quel est l'impact de la concentration des médias dans de grands groupes, quel est l'impact en termes de travail des journalistes, en termes d'indépendance des journalistes et en termes de diversité du discours et des analyses présentées par les médias. Donc, quel est l'impact de l'évolution du secteur média? Quel est l'impact aussi des évolutions technologiques? Puisque aujourd'hui, tout le monde fait de l'info sur Internet, que le partage de l'info est instantané. Alors déjà, ça a une répercussion sur la façon dont fonctionnent les médias. Je veux dire, il faut vérifier les infos, il faut travailler rapidement. Donc, vous voyez, on vous demande non seulement le volet traditionnel, c'est-à-dire analyse du rôle des médias, mais comment les médias aujourd'hui, compte tenu de ce nouveau contexte économique et technologique, les médias, comment est-ce qu'ils servent l'intérêt public et comment est-ce qu'ils contribuent à la promotion des idées démocratiques. Voilà. Plus généralement. Donc là aussi, il vous faut travailler ensemble. On demande est-ce que les chercheurs travaillent avec des journalistes, des journalistes et différents médias et avec la société civile durant la réalisation du projet. Alors, l'appel suivant porte… Alors là, on revient un peu à l'appel qu'on avait juste avant sur les discours extrémistes. On est un peu sur l'influence des réseaux sociaux sur les comportements et les engagements et l'engagement politique. L'appel s'intitule Politics and the Impact of Online Social Networks and New Media. Et donc là, on vous demande de faire une analyse
sur le rôle et l'influence des réseaux sociaux sur les comportements politiques, mais aussi sur l'engagement, l'engagement démocratique, avec toujours les aspects politiques positifs et négatifs. Dans quelle mesure ça favorise ou au contraire. Enfin, bon. On vous demande de faire un tableau général donc du rôle des plateformes, Twitter, Facebook, dans les débats politiques, aspect positif économique, je l'ai dit, une étude des audiences par catégorie, donc quelque chose d'assez large. Là encore, on demande à ce qu'il y ait parce que des recherches participatives, sont attendues. Donc, vous faites vos recherches avec certains youtubeurs, médias, etc. On vous demande aussi, enfin, faites attention, il y a un appel du cluster 3 sur les sécurités, il y a un appel sur les fake news, et on demande à ce que vous montiez votre projet, parce qu'il y a des synergies entre cet appel du cluster 3 sur les fake news et votre appel sur l'appel ici sur l'influence des réseaux sociaux sur les engagements politiques. Alors, l'appel suivant est sur Representative Democracy in Flux, la démocratie représentative en mutation. Alors, c'est un appel plus général. C'est un appel plus général sur la question, l'enjeu central qu'on a évoqué durant la présentation de tous ces appels, à savoir la crise de la démocratie représentative et comment améliorer la confiance dans les institutions et dans le système. D'accord ? Donc là, c'est un appel qui demande des analyses très générales, analyse de la baisse des participations aux élections, analyse pourquoi on a ces comportements électoraux volatiles aussi, je veux dire, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, les gens vont voter un coup là, un coup là, enfin bon, donc analyse du vote des extrêmes aussi, justification, pourquoi, analyse de la confiance dans les institutions représentatives, donc, vous avez bien compris que la question centrale, donc crise de confiance vis-à-vis des partis politiques, de l'exécutif, du système judiciaire, donc quelle est leur légitimité aujourd'hui, et puis une analyse plus générale des raisons, des motifs de cette crise de confiance. Voilà. Là encore, une approche, un dialogue avec les citoyens à toutes les étapes de la recherche est attendu dans cette recherche. Donc, qui brasse très large. Vous faites des analyses comparatives, mais toujours, vous voyez, par exemple, ces analyses comparatives, vous voyez, à bien prendre un terrain en Europe de l'Est, par exemple la Hongrie ou la Pologne, et puis le terrain espagnol et un terrain en Europe du Nord, parce que dans l'ensemble de ces différents types de pays et de terrains, la crise de la démocratie représentative, ou ce qu'on a évoqué tout à l'heure, savoir la montée des populismes, des discours populistes, etc., ne sont pas les mêmes. On n'a pas du tout, même pour l'appel sur les féminismes, les discours antiféministes ne sont pas les mêmes en Hongrie qu'en France. Voyez. Donc, voyez à chaque fois, dans vos analyses comparatives, à prendre des pays qui vont représenter différentes tendances. En Europe, j'entends. Et voilà, l'appel suivant porte sur la gouvernance mondiale. C'est le dernier appel des 14 que je vous passe en revue. Donc, c'est un appel sur le multilatéralisme, tout simplement. Donc, identifier des moyens de mettre en place une gouvernance globale effective, là encore, analyse, recommandations politiques. Donc, on voit que les modes de coopération internationale de l'Union européenne parfois posent un certain problème. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Les freins, les barrières, qu'est-ce qu'on peut changer? En termes légaux aussi, je veux dire, des juristes sont appelés dans cet appel et dans d'autres à participer dès qu'on a des questions de cadre légal qui sont évoquées. Donc, on vous demande d'identifier les normes et les institutions, les normes, les institutions et les acteurs. Vous voyez, à chaque fois, ça brasse toujours très large. Donc, les normes, les institutions et les acteurs qui peuvent soutenir un multilatéralisme effectif. Donc, par exemple, c'est quelles autorités locales ou quelle organisation communautaire ou organisations de la société civile comme des organisations qui défendent le droit des femmes
ou même par exemple des organisations économiques, quelle ligue commerciale, quels sont les acteurs qui peuvent soutenir ce multilatéralisme, donc on vous demande de les identifier, de les mettre en valeur. Et puis, bien sûr, il faut toujours, puisqu'on parle de gouvernance globale, de voir dans quelle mesure les intérêts de l'Europe entrent en confrontation ou en conflit avec les intérêts et les stratégies des autres puissances et unions au niveau international. Bien sûr, la coopération avec des pays tiers est ici encouragée et on vous demande aussi des analyses comparatives. Alors, on a là fini notre présentation des appels de la destination 1 qui porte sur la gouvernance et les questions de démocratie participative. Alors, plusieurs choses à prendre en compte. Donc, comme vous l'avez remarqué, la participation des citoyens, enfin, ça s'appelle un peu qui demande à être réalisé en co-création. La participation des citoyens est demandée dans de très nombreux appels, des citoyens et des praticiens, c'est-à-dire les concernés, les enseignants, les élèves, les étudiants, les jeunes dans les banlieues, les citoyens de façon générale, les usagers, les utilisateurs, est demandée dans de très nombreux appels dans la construction même de votre méthodologie de recherche. Donc, et pas uniquement pour la mise en place des politiques d'impact et de recommandations. Donc ça, c'est une constante. Une autre variable que je n'ai pas expressément mentionnée à chacun des appels, mais qu'on retrouve dans de nombreux appels et qui est une variable relativement nouvelle, elle porte sur l'impact du Covid. Alors, on a un appel spécifique sur l'impact de la pandémie, mais dans la plupart de ces appels, enfin dans de très nombreux appels, mais c'est noté expressément dans l'appel, on vous demande de prendre en compte l'impact de la pandémie. Alors, un impact, par exemple, on a un appel sur les inégalités. Quel est l'impact de la pandémie sur l'aggravation, enfin, pandémie et aggravation des inégalités, ou pandémie et recrudescence des discours extrémistes, ou pandémie et recrudescence des discours nationalistes face au multilatéralisme, c'est-à-dire recrudescence de discours extrémistes et populistes sur il faut fermer les frontières, sur le retour, une renationalisation de notre production sur dans un certain nombre de domaines. On doit produire nos médicaments, nos masques, les différents biens techniques électroniques de consommation. Donc, l'impact du Covid est une constante dans l'ensemble de ces appels. La plupart des thématiques présentées ici ne sont pas nouvelles. Ce sont des thèmes qu'on a déjà plus ou moins retrouvés dans H2020. Donc, je l'ai mentionné expressément sur certains appels, mais pour, je disais, la quasi-totalité des appels que j'ai évoqués ici, faites attention à bien regarder ce qui a déjà été financé par la Commission dans H2020, dans ce qu'on appelait à l'époque le défi 6, aussi sur les appels sciences et avec la société qui, pour certains, reprennent certaines des thématiques. Donc, voyez, à vous repositionner par rapport à ce qui a été fait et aux résultats des précédents appels et à capitaliser sur ce que la Commission a déjà financé. D'accord. Ce sont des appels où, je vais parler 2 minutes des questions de genre et d'éthique, mais on y reviendra après s'il le faut. Donc, veillez à ce qu'il y ait toujours dans les analyses qui vous sont demandées, qui sont souvent comparatives. Voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents terrains. Et voyez avoir aussi des femmes et des hommes, des personnes âgées, enfin des jeunes et des personnes âgées, des femmes et des hommes. Donc, à avoir toujours à brasser large en termes de profil socio-économique. Voyez à ce que les questions de genre soient incluses dans vos recherches, mais pas que dans la recherche, aussi dans la gouvernance de votre projet et dans les chercheurs impliqués dans le projet. Veillez, alors on en reparlera éventuellement à la fin de la présentation, à ce que les questions d'éthique soient bien adressées, alors que les questions d'éthique, c'est aussi comment vous allez réaliser vos entretiens.
vous faites des entretiens avec des jeunes dans les banlieues, mais oui, mais est-ce qu'ils comprennent bien de quoi ils retournent? Donc, comment vous allez leur présenter votre recherche? Comment vous allez vous énoncer? Par quel biais vous allez vous introduire? Donc, les questions éthiques ne concernent pas que des questions de tests, enfin, ne concernent pas que la biologie et la santé comme on le pense, enfin, comme c'était le cas il y a encore 10 ans, où les questions éthiques étaient relativement peu adressées en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, ce sont des volets qui peuvent être conséquents, qui peuvent être conséquents aussi si vous travaillez avec des pays tiers, hein, si vous travaillez avec des pays tiers, si vous travaillez avec des jeunes, et puis dès que vous réalisez les entretiens, or c'est le cas dans de très nombreux projets. Alors, la question d'impact, je l'ai mentionné tout au début, mais j'y reviens. Donc, ce sont des appels qui portent sur les questions de société. Et donc, forcément, vous avez toujours un volet impact important. Volet impact qui est généralement listé expressément dans l'appel. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, résultat attendu, c'est ça et ça. Et la façon dont les appels vous ont été présentés ici reprend cette présentation. Alors, veillez à bien répondre aux impacts qui sont listés. Veillez et si les chercheurs qui sont dans vos institutions ou qui nous écoutent ici, ce ne sont pas leur spécialité, là, les policy recommendations. Donc, veillez à inclure dans votre consortium des partenaires qui, eux, savent faire. Veillez à prévoir, à budgéter, employer quelqu'un pour s'occuper de ces policy recommendations, pour écrire des policy briefs, pour voir sous quelle forme et à qui et comment vous allez adresser vos policy recommendations. Donc, ça se prévoit. Ça se budgète et ça se pense sérieusement à l'avance, puisque c'est, comme c'était déjà le cas sur Horizon 2020, c'est une partie conséquente de l'évaluation de votre projet. Alors, comme vous l'avez vu sur les appels qui ont été ici présentés, ce sont des appels qui sont extrêmement prescriptifs. D'accord? Donc, ce sont des appels thématiques, mais on vous dit, voilà, on attend que vous fassiez ceci, 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 cela. Alors, généralement, les équipes qui déposent en tant qu'ordinateur ne peuvent pas être spécialistes de l'ensemble de ces terrains et des disciplines qui sont demandées. Donc, c'est pour ça que ce sont des appels collaboratifs, c'est-à-dire qui demandent à ce que les consortiums soient montés. C'est pour que vous puissiez répondre à l'appel. Appel que souvent, j'ai envie de qualifier maintenant de commande. Donc, il faut répondre à la commande. C'est l'esprit des appels, des clusters de façon générale. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que les appels de ce type-là dans le programme cadre de la Commission européenne. Et puis, si vous avez dans votre université des chercheurs et des équipes qui ne travaillent pas sur ces thématiques, d'ailleurs extrêmement contemporaines, d'autres programmes cadres peuvent correspondre à leurs demandes. Hein, c'est donc les ERC et les Marie Curie. Alors, je passe très vite parce que, bon, on vous présente un peu, si vous voulez, ici, dans quelle mesure les chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent répondre à des appels de la Commission européenne. Nous, au PCN, on est spécialistes du cluster 2 en sciences humaines et sociales, mais vous pouvez aussi répondre, vous pouvez aussi voir les appels dans ce programme cadre, les appels ERC et Marie Curie, qui sont des appels blancs, totalement contrairement aux appels dont je vous ai parlé. Alors, les appels ERC, vous en avez tous entendu parler, donc ce sont des projets individuels, ce sont des appels sur 5 ans, avec des appels quand même, qui portent, dont les enveloppes financières sont quand même assez conséquentes. On est sur des projets entre 1,5 million et 2,5 millions. Donc, vous voyez, à calibrer votre proposition en ce sens. Ce sont des appels qui portent sur la recherche exploratoire et donc sur l'excellence scientifique. Hein. Donc, on est un peu… et donc, c'est bottom-up, comme on appelle, donc blanc. Donc, vous déposez sur les sujets sur le sujet de recherche qui est votre sujet. Et le deuxième programme cadre, de façon générale, auquel vous pouvez éventuellement déposer une proposition si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales, ce sont les actions Marie Curie, que vous connaissez tous, donc, je suppose, qui reposent sur deux principes. Le premier, c'est la mobilité. Donc, ils appellent à une mobilité entre pays, d'accord, avec des critères, hein, et qui sont des projets de formation. Donc, même si vous êtes d'ailleurs un chercheur établi, ça appelle à ce que vous alliez réaliser votre projet, si on parle de bourse individuelle de 2 ans dans un autre pays, mais aussi est-ce que vous vous confrontiez à soit d'autres terrains, soit d'autres disciplines, soit d'autres approches méthodologiques. Enfin, il y a un volet formation important.
Les actions Marie Curie sont ventilées en 3 volets qui reprennent peu ou prou les précédents programmes, les précédents programmes d'Horizon 2020, qui sont donc les bourses de formation, post-doctoral fellowship, les réseaux de doctorants et l'échange de personnel universitaire. Ici, on ne va pas trop détailler. Nous, au PCN, on est responsable du cluster 2, mais le ministère a mis en place des PCN pour l'ensemble des dispositifs du programme Horizon Europe. Il y a donc un PCN ERC et il y a un PCN Marie Curie qui offre des formations, qui font des webinaires, qui peuvent répondre à vos questions. Donc vous pouvez, on peut répondre éventuellement à des questions ici, mais vous pouvez voir sur le site du ministère. Donc en 2 mots, l'agenda avant de passer aux questions, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. L'agenda, donc dans 1 semaine, on vous présentera la deuxième destination, la deuxième catégorie d'appel sur le patrimoine culturel. Et dans 2 semaines, le 6 juillet, le troisième volet sur l'immigration et les marchés du travail. Vous avez, alors vous n'avez pas besoin de vous connecter. Enfin, le lien, il est directement. Ouais. Mais si on clique, là, on a le lien, c'est ça que tu veux dire? Je ne comprends pas. Bon. Vous avez ici les différents liens du portail du ministère sur Horizon Europe, sur le cluster 2, le lien sur les appels donc, qui ont été publiés, qui sont publics. Et puis, je veux dire 2 mots quand même sur le dispositif ANR MRSEI, qui est donc un dispositif d'aide au montage de projets, sur lequel vous pouvez déposer une pré-proposition de quelques pages, en expliquant que voilà, vous ciblez un appel, c'est ça l'important. Vous allez être évalué sur la mesure dans laquelle vous répondez à cet appel visé, qui est donc un appel prescriptif. Donc vous dites, ben voilà, on vise à l'appel, nous on fait ceci, on va faire ça et ça de telle façon, et puis on va chercher telle et telle compétence en Europe pour monter notre consortium, puisque l'objet de cet appel ANR MRSEI est de vous aider à monter un consortium. Et donc, il y a 2-3 appels par an d'MRSEI. Vous déposez une pré-proposition et vous avez 30 000 € pour vous aider à monter un consortium. Le prochain deadline est le 7 juillet. Il faut malheureusement être trop tard pour déposer pour 2021 parce que le comité de sélection ne se réunira que début septembre. Mais je ne peux que vous inciter à déposer si vous visez un appel pour 2022, parce qu'ensuite, 7 juillet, vous avez la réponse de l'ANR en octobre. Donc, les fonds sont débloqués. C'est tout à fait dans le timing pour déposer pour 2022. Donc voilà, j'ai laissé un petit peu de temps. Vous avez ici la liste des membres du PCN en SHS, donc Julien, Florent et Alexandra, que vous avez déjà vaguement, qui vous ont été présentés en début de programme. Bassoudem, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Bassoudem est donc le représentant au comité de programme. Si tu veux dire quelques mots ou pas sur le GTN. Oui, j'arrive. Bonjour. Oui, quelques mots sur le GTN. En effet, le groupe thématique national a l'objectif, disons, doit représenter la communauté, donc l'ensemble de la communauté SHS et d'autres acteurs aussi, et doit aider le représentant au comité de programme qui travaille donc avec l'ensemble des États membres, donc les représentants des États membres et la commission pour modifier, pour réagir aux différents drafts de work programme. Et l'objectif du GTN est relativement étroit. Cette fois, c'est toujours été le cas, mais maintenant, on a décidé d'un peu bien définir le périmètre et vraiment d'aider dans cette tâche. Il faut notamment éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire le GTN doit être composé de personnes qui peuvent aider dans ce travail et donc, en principe, pas être des candidats pour les projets au moment où on est en train de travailler sur le work programme. S'il y a des gens qui souhaitent être postulés pour des projets, ils doivent se mettre en retraite du GTN. Voilà, c'est ça à peu près disons le règlement. En tout cas, il est important d'avoir je dirais des collègues motivés
pour travailler sur les drafts. C'est un service très utile parce que, bien évidemment, on n'est pas spécialiste du tout et donc ce travail collaboratif a été très utile dans le précédent GTN et notamment, disons, les 3 dernières années, Nicolas Dromel et moi-même, on avait travaillé étroitement donc avec les membres du GTN et je souhaite bien évidemment que cela continue. Maintenant, il y a un peu plus d'une trentaine de membres. Voilà, donc on peut prendre quelques-uns de plus, mais bon, on est dans la bonne taille. Voilà, je termine là. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat que je n'ai pas regardé, s'il y a des questions orales. Merci, on va y arriver. Merci beaucoup, merci beaucoup aussi, Sylvie, pour ta présentation. Tu as eu tout à fait raison d'insister sur 2 points qui reviennent un petit peu en filigrane des questions qu'on a posées. Je me permets juste de les résumer une fois ici. L'intégration des résultats des projets précédents dans vos réponses aux appels à projets est un poids supplémentaire en fait dans la réponse à cet appel à projet. Donc vraiment, comme Sylvie vous l'a conseillé, faites-le. Allez voir ce qui a été déjà précédemment financé pour pouvoir élaborer vos propositions sur le résultat de sur les résultats des projets déjà financés par la Commission européenne. C'est une manière de mutualiser, d'incrémenter un petit peu les résultats des appels à projets. Et la deuxième chose, je te laisse la parole Sylvie, et la deuxième chose, c'est aussi, comme le disait Sylvie, c'est bien répondre à la question posée. Thomas a posé plusieurs questions dans le chat, et l'idée c'est vraiment de bien répondre à la question posée, que ce soit en termes d'impact ou d'analyse, bien prendre garde à tout ce qui est obligation au niveau des partenaires, obligation au niveau de la coopération avec certains pays, avec certains types d'acteurs, ça c'est vraiment très important. Vraiment prendre garde aussi à tout ce qui est attendu quand la Commission européenne emploie qu'il faut répondre à both of the following topics ou some of the following topics, c'est pas la même chose. Il faut vraiment répondre aux 2 si jamais, ou plusieurs topics si c'est vraiment si la question. Et quand la Commission européenne indique qu'il est encouragé de coopérer avec certains types d'acteurs ou certains pays, il faut le prendre comme une obligation. Ce sont des appels qui sont quand même malgré tout un peu concurrentiels, on le sait, et donc il faut répondre au mieux à la question pour avoir le plus de chances de pouvoir participer et être sélectionné. Sylvie, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était juste sur le point que tu mentionnais, sur l'intégration des résultats des précédents projets. C'était juste pour rajouter un point. D'abord, généralement, c'est demandé, tout simplement, dans le template de la proposition. Mais c'est quand même bien d'aller un petit peu plus loin. Et une des façons de faire, qui est très appréciée, c'est d'intégrer dans votre gouvernance, notamment dans votre conseil scientifique extérieur, vous avez une gouvernance dans les projets, dans le conseil scientifique, donc un peu, si vous voulez, l'instance externe au projet qui évalue les résultats, d'intégrer des coordinateurs aux 1, 2, 3 coordinateurs de ces précédents projets. Voilà. Tout à fait. Merci. Donc, avec Florent et Alexandra, que je remercie, on a répondu, je pense, à la plupart des questions qui se sont posées. Alexandra a même fait elle est revenue sur tous les appels qui nécessitent une collaboration avec l'Afrique. Donc, on a vu qu'il y en a effectivement plusieurs. Donc, merci Alexandra pour ce travail que tu as effectué lors du chat. On est à votre écoute pour les questions qui peuvent se poser. On peut en parler à l'oral, y compris Thomas, si tu voulais intervenir pour poser ta question spécifiquement sur l'appel sur la démocratie participative, poser pas mal de questions. Alexandre Borel, je te livre la question, Sylvie, tu sais la lire. Y a-t-il un nombre minimal de pays intégrés dans le consortium et faut-il respecter un équilibre officieux nord-sud, est-ouest? Oui, alors il y a un minimum, mais bon, on va toujours au-delà. Dans ce type de projet, généralement, vous avez entre 7 et 12 partenaires. Et si possible, oui, enfin, sauf si pour des raisons X, mais il est mieux, alors ce n'est pas un critère d'éligibilité ou ce n'est pas un critère de sélection, mais il est mieux d'avoir un équilibre entre le nord, le sud, pas uniquement en termes de terrain, mais en termes de partenaires aussi, parce que même si ce n'est pas un critère, au final, vous savez comment fonctionnent les comités de sélection, mais quand vous avez plusieurs projets qui sont tous très bien, bon, on va voir, celui-là, il va un peu plus large en termes de diversité à l'Europe, vous voyez. Donc, oui, c'est recommandé, voilà, c'est pas une obligation. Après, c'est vrai que c'est recommandé. Après, c'est vrai que dans le dossier,
il y a 3 parties du dossier, donc c'est vrai que l'excellence scientifique est la partie la plus importante. Donc à partir du moment où votre proposition est cohérente, et même s'il n'y a pas une grande diversité, c'est un atout supplémentaire. Donc il faut y prendre garde, c'est un peu comme les questions d'éthique, de genre, ou autre, mais sans que ce soit une obligation. Par rapport à ces questions-là sur le dimensionnement des projets, il y a peut-être juste petite précision à faire en tout début, quand Sylvie parlait des projets collaboratifs. Elle indiquait que les projets duraient en moyenne 3 ans et étaient financés à hauteur de 3 millions d'euros. Donc, c'est bien entendu une moyenne. Sur la durée, il n'y a pas de prescription, de choses très précises. On sait qu'on est entre 3 et 5 ans. C'était le cas dans Horizon 2020. Il n'y a rien de formellement écrit. Par contre, c'est plutôt des attentes en termes de calibrage pour ce type de projet. Rester dans des durées pas trop longues. 5 ans, vous savez, c'est le RC, quoi. C'est les projets quasiment les plus longs qu'on peut avoir. Et puis, par ailleurs, sur le montant, 3 millions d'euros, c'est vraiment spécifique au cluster 2. Quand vous allez aller voir les autres clusters, on a souvent des 6 millions, 9 millions, 12 millions, etc. Donc, c'est vrai que ce 3 millions, vous l'avez vu dans les diapos, en haut, il y avait un petit résumé des caractéristiques du projet. On voit l'enveloppe disponible, 9-10 millions, et des projets financés entre 2 et 3 millions. Voilà. Et ça, c'est propre au cluster 2. Je pense que c'était important de le rappeler. Ouais, merci Florent. Une question de Baptiste qui se permet de reposer. Tu fais bien, Baptiste, effectivement, on l'avait un peu laissé en haut. Pour les policy recommendations, peut-on prévoir une activité pour identifier précisément les stakeholders ou doit-on les identifier tout de suite dans la proposition? Alors, il y a deux choses il y a plusieurs choses dans la question, d'accord? Oui, il y a 2 volets. Il y a l'intégration des stakeholders durant la réalisation du projet, et pas voilà. Et il y a les stakeholders lorsqu'on fait ces recommandations de politique publique, d'accord? Alors, lorsque vous montez votre projet, si vous travaillez sur des questions de politique et si vous avez des policy recommendations à faire, ce qui est le cas de la plupart des appels ici, c'est pas une obligation, mais tous les projets le font, et si vous le faites pas, il faut le faire, voilà. Vous montez un stakeholder committee, d'accord? Ce stakeholder committee, si vous pouvez au moment du dépôt du projet identifier, et avec l'accord des gens, identifier les stakeholders, vous les nommez. Hein. Alors un stakeholders committee, il n'y a pas de règle, mais on sait très bien, voilà, faut pas que ce soit on sait très bien que si c'est trop, s'il y a trop de stakeholders, c'est des groupes de travail quand même, hein, vous voyez, donc c'est pas 50 personnes, vous voyez, il y a des formats recommandés, mais vous voyez, à respecter aussi dans vos stakeholders committee, eh bien avoir des représentants des différentes institutions et des différents niveaux de politique publique que vous visez, c'est-à-dire, il y a le cadre moyen, le cadre supérieur, donc il vous faut dans vos stakeholders committee, parce qu'on sait très bien que si on fait des policy recommendations qui partent du haut, et qu'ensuite, au niveau intermédiaire, hein, c'est comme les enseignants dont on parlait sur l'appel sur l'éducation, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, il vous faut intégrer dans vos stakeholders committee des représentants de ces différentes catégories, vous voyez, qui sont impliquées. Okay, donc, c'est mieux de les nommer. Donc, dans votre projet, pour les stakeholders committee, vous les nommez. Il y a une deuxième partie dans votre question, je n'ai pas trop compris, qui est sur l'impact. Sur l'impact, c'est autre chose. Si vous décidez de faire des recommandations politiques publiques, vous devez envoyer vos recommandations. Et vous les envoyez à qui, vous voyez? Donc là, il vous faut éventuellement, durant votre proposition, il vous faut penser à, je le disais tout à l'heure, à budgéter ou à avoir un partenaire qui est spécialiste dans la réécriture d'analyses scientifiques en bullet points et en policy brief, ou autrement, vous décidez, vous voyez, selon le thème, mais à le prévoir en temps, en budget ou en institution partenaire, de façon à cibler les stakeholders que vous voulez cibler, qui eux, là, du coup, seront beaucoup plus nombreux. Si ce n'est pas clair, vous me le dites. Oui, c'est clair, n'hésitez pas, Baptiste, à reposer la question. Ok, entendu. Parfait. Ouais, la question, c'était peut-être, est-ce qu'on peut prévoir dans le cadre du projet, une fois le projet financé, une tâche qui consiste à identifier, une fois le projet financé, les fameux stakeholders à intégrer à la démarche. C'était l'autre partie de la question, ça. Ouais, mais pour intégrer les stakeholders à la démarche, il faut le prévoir dès la proposition. Même si, soit on a des noms, soit on ne les a pas, mais on le prévoit dès la proposition.
Puisque dans la proposition, vous devez être très clair sur votre méthodologie de comment vous allez interagir avec le Stakeholders Committee, tout ça est prévu. Et budgété aussi, d'ailleurs. Si ce n'est pas clair, Baptiste, encore, s'il y a besoin d'en rediscuter, très bien. Bon. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse générique du PCN. Oui, et puis sinon, on peut faire une communication téléphonique sur une question précise. Tout à fait, aucun problème. On est vraiment là pour ça, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Y aura-t-il d'autres questions? C'est vraiment le moment de discuter pour tout ce qui est appel, évidemment. Alors, je dis à chacune d'entre vous, mais vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec le PCN, vous passez par l'adresse générique du PCN, et puis on se charge de vous répondre, d'apporter des réponses particulières pour chacun d'entre vous. Et on peut aussi intervenir sur place, sur site, alors en webinaire ou en venant directement pour organiser des ateliers, des réunions d'information, des journées d'information. Le rôle du PCN, c'est de vous aider à trouver des possibilités pour vos comités de chercheurs à déposer des projets européens. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et sur le site du ministère, vous trouvez les références de tous les PCN, le calendrier des appels, enfin, pas uniquement pour le cluster 2, hein, ERC, Marie Curie. Il y a également un PCN juridique et financier, hein, c'est important de le souligner. Vous pouvez adresser directement des questions relatives aux points administratifs, juridiques et financiers à ce PCN. Voilà. Il y avait une question un peu de fond, d'interprétation de l'appel sur la participation, stimuler la participation démocratique, citoyenne, tu sais. Thomas Hoffmann qui s'interrogeait sur le fait si on était obligé de traiter aussi, à travers cet appel, le combat contre l'abstention. Alors, bon, j'ai répondu qu'indirectement, oui, une augmentation de la participation avait forcément pour conséquence, enfin, comme impact attendu, une baisse de l'abstention. Donc voilà, il me semble que ça paraît assez évident, même si c'est peut-être pas le cœur du projet, ça fait partie des conséquences, voilà, à long terme, au moyen terme en tout cas du projet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie, mais... Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. En termes de critères d'éligibilité, tout ça, c'est plus ou moins la même chose. Donc, pays européens, membres associés, dont on entend la liste définitive. Et sur la dimension internationale, oui, on peut sortir de l'Europe, mais peut-être quand c'est nécessaire, quand on a une volonté d'approche un peu comparatiste, dans la mesure où elle alimente peut-être la réflexion sur le projet, etc. Bien souvent, il est spécifiquement noté dans l'appel lorsque des coopérations avec des pays tiers sont attendues. Souvent, ça fait sens. Hein, si on étudie les filières migratoires ou un certain nombre de choses, ça fait tout à fait sens. Donc, mais là, par exemple, sur les féministes ou sur, je ne sais pas, la participation, on peut peut-être, sans forcément inclure un pays tiers, avoir comme élément de comparaison ce qui se fait en dehors de l'Europe. Absolument, absolument. Voilà. Bon, là, par exemple, on peut voir ce qui se fait au Canada. Voilà. Enfin, effectivement, ça peut tout à fait faire sens. Je vous rappelle aussi, que des pays comme les États-Unis ou le Canada qui ne sont pas éligibles au fonds peuvent participer dans les consortiums sur leur propre fonds. C'est pas rare, ça arrive régulièrement. Voilà. On n'a plus de questions, donc je vous propose de nous en arrêter là. Merci beaucoup Sylvie pour ces précisions. Merci Florent, Alexandra pour votre participation et la suite de l'événement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura été utile. Je vous reprécise, donc mardi 29 juin prochain, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site du ministère pour participer au webinaire donc, sur les questions de patrimoine culturel qui seront donc présentées par Florent. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour tout ce qui est question sur les appels à projets. Je rappelle les dates de candidature, c'est le 7 octobre pour les appels 2021, puis le 20 avril 2022 pour les appels 2022, et ensuite la récurrence est annuelle, et je pense que ce serait a priori tous les ans en avril que les appels à projets seront déposés. N'hésitez pas à vous emparer de l'appel MRSEI aussi pour le 7 juillet, plutôt pour les appels 2022. Cette fois-ci, parce que c'est important, effectivement, ça peut être aussi une aide non négligeable qui vous permet de bénéficier d'une bourse de 30 000 € pour vous aider à créer votre
votre consortium. Voilà. Donc, l'adresse générique du PCN, pcn-shs@recherche.gouv.fr. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. J'arrête l'enregistrement, voilà.